Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Welcome mes amis IES, j'espère que vous avez passé de magnifiques fêtes, voire que vous êtes toujours en train de faire la fête. Je vous souhaite en tout cas une excellente année du calendrier grégorien 2026 et je vous propose donc un épisode de fête. C'est quasiment historique puisque c'est la première fois qu'un entretien sur Intensément ne se fait pas en visio mais en présence de l'invité. En effet, la psychologue, neuropsychologue et psychothérapeute Stéphanie Aubertin, pilier de ce podcast, de ce média, de cette chaîne, nous accueille chez elle pour une interview durant laquelle nous allons nous entretenir des nouveaux modèles, concepts, théories dont elle nous parle dans ses publications depuis plusieurs années et comment elle peut les intégrer à sa pratique clinique. On va traiter de la théorie des émotions construites, qui postule que les émotions ne sont pas des réactions innées et universelles, mais des constructions mentales dynamiques créées par le cerveau à partir de sensations corporelles, de concepts culturels et de contextes sociaux. On va parler donc aussi du cerveau prédictif, qui est un modèle où le cerveau anticipe constamment les sensations futures en générant des prédictions basées sur des expériences passées pour minimiser les erreurs de prévision et optimiser les actions. On abordera aussi la génétique comportementale, qui étudie comment les variations génétiques influencent les traits psychologiques et comportements. Et puis on évoquera la psychologie évolutionniste qui explique les comportements et émotions humaines comme des adaptations issues de la sélection naturelle pour favoriser la survie et la reproduction. Autant de questionnements qui me tenaient à cœur puisque la plupart de ces nouveaux concepts, modèles, théories remettent en question l'existence même des anciens, sur lesquels pourtant se basent beaucoup d'études, de thérapies, de pratiques psychologiques ou psychiatriques. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de chacun de ces modèles, concepts, théories, etc. Je vais essayer de faire ça dans l'année 2026, de faire un peu le point sur tout ça, mais si vous avez déjà envie tout de suite de contenu de vulgarisation sur l'état des connaissances sur l'intelligence, les émotions, la génétique comportementale, etc., je vous conseille de suivre Stéphanie Aubertin sur ses réseaux sociaux et principalement Facebook et LinkedIn. Et puis, comme les conversations avec Stéphanie Aubertin débordent toujours en matière à penser, nous terminerons aussi par le sujet du libre arbitre, le free will, ou free willy, comme je le dis. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais un petit détail ou gros détail pour les personnes qui vont regarder cet épisode sur YouTube, cet entretien est un masterclass en contre-jour raté. J'avais vraiment envie d'utiliser le décor chez Stéphanie Aubertin, et je pensais sincèrement que ça allait pouvoir s'arranger en post-production, mais non. Bon. Ceci dit, j'ai fait de mon mieux, vous allez voir de toute manière, c'est pas catastrophique. En parlant de post-production, de production, de montage, etc., je vous rappelle que tout ça, c'est énormément de travail, énormément d'énergie, de temps, et que c'est mon travail. Et si vous voulez le rémunérer à sa juste valeur, vous pouvez rejoindre la communauté des contributeuristes d'Intensément, que je remercie du fond du cœur et qui permettent à ce média de vivre et de perdurer car c'est son modèle économique. Il y a un lien unique dans la description de cet épisode pour vos donations ponctuelles ou régulières. Je vous en remercie vous aussi intensément et je vous welcomiserai à bras ouverts dans la communauté du vaisseau spécial d'Intensément. Tout de suite, l'entretien quasiment historique avec Stéphanie Aubertin, lequel a été enregistré à Noël. Et c'est parti. Joyeux Noël, Raph! Joyeux Noël. Ciao! Joyeuse fête! Joyeux Noël! Alors, Stéphanie Aubertin, ravi que tu sois la première invitée in real life, dans la vraie vie d'Intensément. Donc c'est pas en visio, c'est pas à distance, là pour le coup, c'est une interview In real life. in real life. Voilà, donc c'est la première sur Intensément. Donc, alors, il y a mes chats, il y a plein de chats, il y a des plantes, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et donc, on va passer tout de suite au vif du sujet. Donc, Stéphanie, depuis les années qu'on te suit avec Intensément, puisque tu as été la marraine d'Intensément, j'aime bien t'appeler comme ça, donc Oui, c'est bien, je ça te sais. dérange pas. C'est vrai que j'ai été la première à participer et à t'encourager. Merci d'ailleurs. Ça va me faire bientôt 5 ans. En janvier, ça va être les 5 ans de mon baptême de HPI. Et ensuite, en mars ou avril, ça sera les 5 ans d'Intensément. Je me souviens plus exactement quand c'était. Ouais, au printemps. Et Intensément est toujours là. Incroyable, carrément. Donc, ma question pour ces 5 ans. Alors, tu voulais me poser des questions, oui, paraît-il. Une question super importante pour moi qui t'ai suivi comme beaucoup des followers d'Intensément depuis 5 ans. Tu es passé de spécialiste de l'intelligence, donc, à exploratrice du fonctionnement de l'être humain.
Mmh. C'est ta manière de te définir. Donc tu es neuropsychologue, tu es psychothérapeute et donc tu es exploratrice du fonctionnement de l'être humain. Tu nous as beaucoup appris sur, l'intelligence, sur les tests de quotient intellectuel et tu continues à nous apprendre sur ça. Mais depuis quelques années, tu as aussi été une des grandes vulgarisatrices du principe, du concept du cerveau prédictif et du concept aussi très peu connu des émotions construites, Plutôt théorie de la que théorie ouais. des émotions construites que tu vas nous définir tout à l'heure. Et tu t'es engagé aussi dans la vulgarisation de la génétique comportementale et de la psychoévo, enfin plus ou moins. Donc moi, ma grosse question, c'est étant donné que tous ces concepts, toutes ces théories, ça utilise des théories et des concepts qui sont relativement nouvelles, qui ne sont pas forcément consensuels. Alors ma première question, c'est pas encore, voilà, qui ne sont pas encore consensuels, qu'on espère d'être consensuels. Ma question, ou mes deux questions, la première question, c'est la question qui suit, c'est comment est-ce qu'on peut savoir, comment tu choisis ces théories, pourquoi ces théories-là et pas d'autres, et ensuite comment tu les appliques, comment tu les intègres à ta pratique en tant que psychothérapeute. OK. Alors, comment je choisis? Alors c'est pas du plouf-plouf, c'est pas un choix, alors pour la question je choisis telle théorie ou d'autres. Ce sont des théories qui me parlent et qui parlent aussi par rapport à ma pratique, en fait, voilà, qui trouvent, des résonances. Au début, même quand on peut voir sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup évolué dans ce que j'ai présenté aussi sur ma chaîne YouTube ou même dans ce que je disais dans mes TED Talks. Moi, j'avais dit à Elisabeth Fety, ce que je dis là, peut-être dans quelques années, ce sera plus d'actualité parce que j'aurai, moi-même évolué et c'est le cas, du coup. Donc, avant, j'étais sur les émotions, plus sur la théorie, de la présale, donc c'est, Donc c'est oui, SAL, Appraisal, appraisal, appraisal. appraisal. Et c'est la théorie de l'émotion sur laquelle tu étais avant, Oui, parce avant, que la c'est-à-dire théorie des une émotions. émotion, c'est d'abord une interprétation de la situation, une évaluation, appraisal, une évaluation de ce qui se passe et selon là, il y a une émotion qui se crée. Parce que, attends, excuse-moi de t'interrompre, parce que J'avais fait des vidéos là-dessus, hein. jusqu'à présent et toujours maintenant, la théorie dominante des émotions, c'est ce qu'on appelle la théorie des émotions de base Base, et qui propose qu'il y a quelques émotions essentielles. discrètes, on appelle des émotions discrètes, des émotions de base qu'on connaît tous, la colère, la peur, la joie, la tristesse, le dégoût, la surprise. Voilà, et que ces émotions seraient inscrites dans le cerveau. Il y aurait des circuits, ce serait, inné, qu'il y aurait des circuits pour ça. Donc ça, c'est les théories de base, des émotions de base. Ensuite, l'appraisal, en fait, se base un petit peu sur ces émotions-là, mais sachant que ça peut être un peu entremêlé. Et puis après, j'ai découvert les travaux de Lisa Feldman-Barrett où, elle, sa théorie, c'est la théorie des émotions construites, en fait. Après, quand tu as d'autres types de théories, sur, théorie des émotions, pour l'aspect social, en fait, c'est plus la société, enfin, c'est plus la culture, la société qui crée, ces émotions. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de construit aussi, enfin, c'est un peu, à cheval entre la construction et le purement social. Et puis, dans ce que Lisa Feldman-Barrett remettait en cause, en fait, il y avait des choses qui me parlaient par rapport à ma pratique. Notamment, elle remet en cause aussi, enfin, il y a les émotions qu'il y a pas un circuit de base, qu'il y a pas une activation pour la peur, pour la joie, pour ci, pour ça, parce que chaque personne va labelliser, va dire: «Ben, moi, là, ce que j'ai ressenti, c'est de la peur». Par exemple, dans un IRM, hein, il y a des protocoles, il y a des recherches et alors va y avoir des activations complètement différentes. Donc du coup, elle remet en cause une activation, par rapport à une émotion avec un label, en disant que tout ça, c'est construit, par l'éducation, c'est acquis, ce sont des interprétations aussi, donc elle est un peu à cheval aussi sur les autres types de théories. Et donc, ça me parlait aussi. Pareil, remet en cause l'aspect, catégoriel, des choses du monde. Alors, sur les couleurs, enfin sur plein de choses, que c'est nous humains qui mettons des cases et notamment on met des cases par rapport aux troubles. On appelle ça, TDAH, on peut ça c'est une autre parenthèse, mais du coup l'humain aime bien mettre des mots catégorisés, même si c'est un continuum de partout, mais il aime bien faire ça. Donc, il y avait ça, il y avait aussi le fait que
dans sa théorie, dans les vidéos qu'elle avait faites, qu'en fait, on mettait telle émotion par rapport à un contexte et on prédisait par rapport à ce contexte-là un raisonnement, mais ça peut être quelque chose de plus automatique, mais en fait en lien avec une prédiction. Donc là, petit à petit, je suis arrivée vers le cerveau prédictif, parce qu'en même temps, elle a coécrit des articles avec l'inventeur, enfin l'initiateur, de la théorie du cerveau prédictif. Alors, c'est quoi cette théorie? Alors ce que c'est, il y a plus en plus de données qui vont dans ce sens. L'idée, c'est qu'un organisme, alors du coup, je parle d'organisme au sens, très large, c'est-à-dire l'humain, mais d'autres animaux et d'autres voilà. Un organisme, en fait, il a plus de chances de survie s'il prédit les choses que plutôt que réagir. Parce que réagir, il y a plus de risques de mortalité si on réagit, de millisecondes perdues. Et en fait, dans le cerveau prédictif, il y a une espèce d'économie d'énergie. C'est-à-dire, on prédit ce qui peut se passer pour économiser de l'énergie par la suite. Soit en termes de survie, tu prends tes jambes à ton cou, ça rejoint certaines théories sur l'anxiété d'un point de vue de la psy-évo. C'est-à-dire que l'anxiété, pourquoi l'anxiété perdure? Parce que ça permet de sauver la vie. Et finalement, c'est des prédictions, c'est de la mémoire, c'est un apprentissage, de prédire plutôt que de réagir. Mais ça, c'est un point de vue comportemental. Après, tu as des prédictions d'un point de vue très sensoriel, c'est-à-dire si on entend tout le temps le même bruit. Là, on est au centre de Marseille, on est en ville. Si j'entends un bruit de voiture qui passe, mon cerveau va être habitué à ce bruit, il va pas traiter l'information. Si on est, dans la campagne et qu'on entend beaucoup de voitures, ça va être surprenant et le cerveau, il va, traiter l'information, donc il va prendre de l'énergie pour ça. Alors que si il prédit que c'est normal qu'il y ait des bruits ici, il va filtrer, en fait, donc il va économiser de l'énergie. Donc le cerveau prédictif, il se base à tous les stades du traitement de l'information, notamment sensoriel, comme là je viens de dire, mais après à des niveaux plus intégrés de l'information. Et ça peut être au niveau du comportement, des schémas, enfin du conceptuel, etc. Pour revenir aussi un petit peu en arrière sur l'aspect sensoriel, donc il y a une économie d'énergie et il y a aussi des prédictions. Quand on voit, là tu as un micro, j'ai pas besoin de le regarder sur toutes les coutures. Je le compare à quelque chose que je connais et je sais ce que c'est. Un chat, je sais, voilà ce que c'est, je le reconnais, facilement. Il y a beaucoup de choses aussi comme ça dans la prédiction, par rapport à l'aspect sensoriel. Alors comment je peux l'expliquer? Parfois, on croit voir quelqu'un, on croit voir quelque chose parce que notre cerveau est persuadé d'avoir vu une personne, par exemple, et en fait, c'était pas cette personne. Donc on peut avoir une espèce d'hallucination parce que ça ressemblait et du coup, notre cerveau a catégorisé rapidement. Et c'est la même chose pour tout un tas de choses. Et c'est la même chose pour tout, en fait. Et il y a même beaucoup plus pour montrer que ça économise de l'énergie. Quand tu vois au niveau des fibres, des neurones utilisés pour la perception visuelle, tu que 10 des neurones qui perçoivent, qui sont, utilisés pour percevoir ce qui vient de l'extérieur, qui vont vers, chiasme optique et cetera, les aires visuelles et cetera. Et 90 qui sont plus au niveau d'autres aires associatives pariétales et qui revont vers les aires visuelles et cetera, pour checker l'information. C'est-à-dire que 90 de notre perception visuelle sont en fait des prédictions et pas de la perception. Waouh! Et ça, c'est au niveau de la perception. Il prédit plus et en fait, quand il va piocher dans l'environnement, les informations, donc ce qu'on appelle la perception, c'est en fait pour vérifier si c'est planté ou pas. Et après, il y a des détections d'erreurs et on intègre les informations. Moi, ça me scotche parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui connaissent, ces théories-là. Ça remet en cause l'hypersensibilité Ça remet en place l'hypersensibilité, pourquoi? dans l'aspect, que nos sens seraient, plus, affûtés en fait, pour la perception puisqu'il y a tu que 10 en tout cas au niveau visuel, tu que 10. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Dites-nous en commentaire si vous avez compris.
En fait, dans l'idée de l'hypersensibilité, c'est qu'on perçoit plus de choses Oui, à des seuils plus bas. oui, c'est le principe OK? du concept du trait de personnalité hypersensibilité, Oui, défini d'abord par Hélène Aron dans les années 90. tout à fait. Et il y a cette idée qu'on perçoit les informations à des niveaux plus bas, plus fins, et cetera. Et qu'on serait donc hypersensible parce qu'on verrait trop dans le monde de choses que les autres ne verraient pas. Seulement, si 90 de ce que tu vois provient de tes prédictions, de ce que tu as déjà enregistré, et qu'à l'extérieur tu fais que des checks, tu checkes juste, tu vérifies juste, tu détectes les erreurs, ça fout en l'air ça. J'ai toujours pas compris pourquoi. Le fait que tu fasses des prédictions et que 90% du reste, c'est pour vérifier tes prédictions, Non, 10 c'est pour vérifier tes 10 tes prédictions. oui, dans 10% c'est fait pour vérifier tes prédictions, 10 c'est de la perception pure, oui, 10% de la perception pure et 90% c'est tes prédictions. c'est tes prédictions. Donc en quoi ça invalide le concept Parce que ta sens ce que tu vois, ce que tu dis percevoir, Ouais. ce n'est pas la perception sensorielle, Ah oui, c'est c'est plus toujours les passé à la moulinette des prédictions. oui, Et on peut pas être hypersensible de la prédiction, donc? du coup, on va partir loin un peu. Si on va du côté de l'autisme, et j'ai fait pas mal de publications cet été sur l'autisme, et le cerveau prédictif, parce que dans l'autisme, il y a des théories qui disent c'est une hypersensorialité. Oui. La sensorialité qui est plus performante. Or, c'est pas ça parce qu'il y a des recherches qui ont montré que, des autistes et des non-autistes percevaient au niveau du seuil de détection des sons, par exemple, ils avaient le même seuil, enfin, ils avaient le même seuil bas. Ouais. Mais par contre, la différence, c'était que, les non-autistes pouvaient s'habituer à un son en disant: «Ah tiens, c'est un bruit dans la rue, c'est pas grave», alors que les autistes, il y avait tout le temps des détections d'erreurs, ils intégraient pas dans les prédictions. OK. Et les autistes, ils étaient à chaque fois surpris de tous les sons. Un peu comme des: «Ah c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça?» Mais eux, c'est au niveau perceptif et alors moi là, je sursaute, je caricature et je fais bouger la table, ça Oui, fait faut faire plein de trucs. attention au son aussi. J'ai sursauté pour caricaturer, pour montrer, mais en fait, leur cerveau, il est tout le temps hyper réactif, à la sensorialité, au son, au visuel et cetera. C'est comme si chaque chose était nouvelle. Donc il y avait moins de prédictions qui se faisaient et c'était tout le temps en détection d'erreurs. Donc ça, c'est l'hypersensorialité qui n'en est pas une, mais qui est plutôt des problèmes au niveau de la prédiction, des détections d'erreurs qui se font tout le temps. Et donc les hypersensibles qui verraient tout, il faut peut-être l'expliquer d'une autre manière. Ouais. Au niveau attentionnel, au niveau de l'hypervigilance, au niveau peut-être est-ce que c'est même faux? Peut-être qu'on a l'impression de voir alors qu'on ne voit pas. En fait, c'est plus de la perception et plus de la prédiction que de la perception dure. Normalement, on emploie perception pour vraiment ce qu'on perçoit de nos sens, mais en fait, la perception, c'est intégré avec la prédiction. D'accord, fichtre, on rentre dans un monde qui était pas prévu. OK, et donc à partir de ça, donc on est toujours dans les modèles du cerveau prédictif qui est utilisé par beaucoup de personnes. C'est pas encore le modèle, c'est le modèle dominant des explications de Donc c'est encore on en entend encore plus parler. Là, je suis en train de bouquiner, là, je le vois, un livre sur le cerveau prédictif, mais qui est costaud, hein. Même si je l'ai fait traduire en français et imprimer, c'est lourd à comprendre. Donc il y a, au niveau de la perception, il y a ce qu'on appelle l'inférence perceptive. Ça, du coup, on part dans les théories de Bayes, trucs comme ça, des stades, où le cerveau fait des probabilités par rapport à ce qu'il connaît déjà, ses prédictions et cetera, voilà. La prédiction, c'est une inférence, finalement. Oui, oui. Là, je me suis arrêtée à l'inférence active, qui explique la motricité, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un organisme bouge pour vérifier sa perception. Tu vois? Je suis tournée autour, voilà, je me suis un peu arrêtée là. Pour être plus pour pouvoir survivre et cetera par rapport à la perception. Donc on entend parfois, cerveau prédictif, mais parfois on entend inférence active, aussi. C'est des termes aussi, il y a tout un champ de recherche, inférence active, mais qui découle du cerveau prédictif. Lisa Feldman-Barrett, elle en parle. Alors je sais pas si elle dit, des prédictions, si elle dit vraiment ça, mais sinon, dans ma pratique pro, parce que les premières questions, Oui. on s'est éloigné, c'était la pratique pro. Des prédictions à des niveaux plus élevés du traitement de l'information, d'un point de vue conceptuel, ce sont des schémas. Les fameux schémas de Jung, mais il n'y a pas que Jung. Jung, il a fait une catégorisation, Jeffrey Jung, des schémas. Mais en fait, des schémas, ce sont des prédictions que tu fais
par rapport à toi, par rapport aux autres, par rapport au monde et tu vas t'adapter en fonction de ça et ça va t'activer des émotions. Là, du coup, on peut peut-être en reparler aussi, mais j'aimerais juste valider ça. Les schémas sont des prédictions. Nos façons de voir le monde sont des prédictions, nos façons de voir nous-mêmes, l'image qu'on a de nous, l'estime de soi, le machin, on parlait tout à l'heure, tu me montrais un livre de Pierre, Bourdieu. on parlait du narcissisme, de plein de choses, des traits un peu machiavéliques, mais ça, c'est des prédictions. Si on prend des narcissiques, «Je suis le meilleur», bah, c'est une prédiction. Oui, mais concrètement, ça C'est un ch changeait pas? Est-ce que c'est juste un changement de vocabulaire ou ça change quelque chose dans la Ça peut être un changement de vocabulaire, passe de schéma à prédiction? Est-ce que moi je le vois comme un changement, enfin de uniquement de vocabulaire et mais qui a un impact aussi, sur la façon dont on voit les choses, en fait, sur les théories. En fait, en psychologie, il y a beaucoup de choses comme ça, où on parle parfois des mêmes choses avec des noms différents, avec des chevauchements entre des théories et on a l'impression d'avoir des théories complètement différentes. En fait, il y a un chevauchement, on parle de la même chose. Mais moi, ça m'aide dans ma pratique plutôt que de dire: «Oui, c'est telle théorie, telle chose et c'est complètement indépendant», bah, de voir, ce qu'il y a en commun, en fait. Quand, quand on parle de narcissisme là ou l'estime de soi, mais je vais pas dire, «Ah, telle personne a une estime de soi faible, point barre, merci, au revoir». Ça te fait rire, mais bah, pourquoi la personne a une histoire a une estime d'elle-même faible? Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance? Du coup, quelles sont ces expériences qui ont créé cette interprétation et ensuite ces prédictions? En disant: «Bah, moi je suis nul, je me sens nul», c'est estime de soi faible, type, «Je suis nul, personne peut m'aimer» ou des choses comme ça et là, du coup, on va pouvoir le travailler en thérapie pour déconstruire, proposer autre chose à la place. Donc avec des détections d'erreurs, comme on le fait d'un point de vue sensoriel, on le fait à un autre niveau de traitement de l'information. ce qui change des anciennes thérapies ou pas? Bah, en fait, les autres thérapies quand elles fonctionnent, elles arrivent à fonctionner, elles fonctionnent de cette manière-là. Après, parfois, elles ont pas connaissance des processus sous-jacents, tu vois? D'accord. Mais en fait, quand une c'est pour ça que moi j'aime pas, les chapelles au niveau des thérapies, parce que quand elles fonctionnent, d'accord? Même la psychanalyse, parfois, il y a des gens qui disent: «Moi, j'ai fait une psychanalyse et ça m'a aidé, ça a débloqué des choses chez moi». On va pas dire: «Non, c'est faux». Mais du coup, Je dis rien. quand quelque chose a fonctionné, c'est qu'il y a eu ce processus. Je suis pas en train de faire la pub de la psychanalyse, Ouf, j'espère. mais J'es quand une personne dit que ça a fonctionné et que je vais un peu creuser pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et cetera, bah, je vois qu'il y a eu une détection d'erreur et une mise à jour du schéma, en fait, sous-jacent. d'accord, Que ce soit en psychanalyse, que ce soit en coaching ou que ce soit, en plein d'autres choses, quand il y a des changements comme ça, c'est qu'on a changé notre prédiction. d'accord et en parlant de phénomènes sous-jacents donc, je sais pas si je saute d'un seul coup, si je vais trop rapide, tu t'es mis aussi depuis quelques années à la génétique comportementale. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça a changé aussi pareil dans ta pratique? Est-ce que tu l'appliques conjointement au cerveau prédictif et conjointement aux émotions au split et tout? Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé de pont. Pourquoi? Parce qu'en génétique comportementale, c'est encore, c'est pas jeune comme science, puisqu'il y a 40-50 ans, mais ce qui est jeune, c'est la génétique moléculaire, en fait, voilà, quand on commence à comprendre l'interaction des gènes, la fonction des gènes et cetera, donc ça on commençait à comprendre il y a pas mal de temps, mais là, de mieux en mieux, les techniques sont plus abordables financièrement, donc ce qui permet de séquencer beaucoup, de se rendre compte de beaucoup de choses. Donc ça se passe en ce moment, mais du coup C'est maintenant qu'il faut y être. Si on n'y est pas maintenant, c'est mort. mais du coup, en tout cas par rapport au cerveau prédictif, on sait pas enfin, il y a pas de pont entre les 2 pour l'instant. Il doit y en avoir, je chercherai, j'en trouverai. C'est pour ça que je dis spécialiste ou exploratrice du fonctionnement humain, psychologique humain, parce que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui lie tout ça. Pas rester sur un seul domaine en gros. Non, bah, enfin, je vois bien avec mes patients que les gens que je reçois, qu'il y a des choses qui collent pas, en fait. Quand je fais mes premiers rendez-vous, c'est des rendez-vous d'anamnèse. Alors pour les adultes, le temps qu'on retrace toute la vie, il y en a pour, au moins 3 heures environ, dans différentes sphères de vie.
Et je vois comment les gens se sont développés et se sont adaptés aux choses et je peux voir quand il y a des troubles neurodéveloppementaux puisqu'il se passe des choses durant l'enfance, alors parfois parce que l'anamnèse, même si je demande de remplir un document, ça reste assez, ça reste descriptif, ça reste narratif. C'est la personne qui raconte, qui a un récit sur elle-même et parfois, c'est leur récit, en fait, et malgré tout, quand par exemple, bon, on parle de TDAH, quand, tu as des difficultés dans l'enfance, tu es dans la lune ou tu bouges beaucoup et tu as des difficultés de plus en plus, que dans tes parents, tes frères et sœurs, sont un peu comme ça, donc les antécédents familiaux, tu peux te poser la question. Et quand j'ai, des patients qui font, une dizaine d'années de thérapie, des TCC même pour, réussir à faire leur ménage, j'ai parce qu'il y a beaucoup de procrastination, il y a, difficulté à ce niveau-là, plus des problèmes de couple qui en découlent. Quand tu as ça et que tu orientes vers un diagnostic qui est confirmé par un psychiatre et que la personne prend, Ritaline par exemple ou enfin peu importe le nom, du méthylphénidate et que d'un coup, il y a plus de problème, se met à faire, le ménage, se met à bosser ou se met à être présent pour les enfants alors qu'avant ça gavait, voilà. Et bah et que quand on arrête la Ritaline, de nouveau, on se retrouve un peu dépressif, un peu: «J'arrive pas à bouger», voilà et cetera. Je suis bien obligée d'admettre que tout n'est pas que psychologique dans le sens de schéma d'interprétation, de pulsions internes, tu vois? Selon la théorie que tu utilises, tu as des mots différents. Tout n'est pas que volonté non plus, tout n'est pas, voilà et qu'il y a bien quelque chose au niveau du ressenti, de la physiologie du cerveau qui explique nos comportements. Oui. Et ça, même si je suis psychologue et je fais des psychothérapies, je suis obligée de l'accepter puisque c'est ce qu'on va me dire, en fait, c'est: «Ah oui, j'ai eu ce diagnostic, j'ai pris la Ritaline et ça va». Ou alors j'ai un trouble anxieux avec un trouble anxieux généralisé, un TAG et un TDAH et ça va vachement mieux, je me mets en action, je supporte mieux le travail alors qu'avant je le détestais. Ou, oui OK, après on va me dire: «J'ai une toute petite boule au ventre mais il y a plus d'embrasement». Bah, du coup, la boule au ventre, ça va être le schéma, ça va être la prédiction, ça va être ce qu'on va pouvoir travailler en psychothérapie. Mais l'embrasement, on est tous différents, tu vois? Comme on a un même cerveau, enfin on a de l'extérieur les, certaines forces neuronales, enfin, certains, autoroutes ou pas, des neurones, certains types de neurotransmetteurs en plus, en moins, en machin et cetera. Tout ça nous rend différents et fait en sorte que soit on va s'embraser, les émotions qui partent très rapidement ou on va être plutôt calme ou on va être vite en colère, les tempéraments, colériques, anxieux et cetera. Ce qu'on a peut appeler tempérament comme je viens de dire. Mais je vois ça et même chez des enfants très jeunes, en fait. Et c'est pas qu'une question de volonté. En fait, on parle notre société imagine que c'est qu'une question de volonté, tout à l'heure, on parlait aussi du libre arbitre, free will. Free Hem, Willy. free will. Donc on dit que c'est du libre arbitre et quand quelqu'un agit d'une telle manière, c'est sa faute et c'est volontaire, en quelque sorte, c'est ça. Moi, je suis obligée de le voir en consulte que c'est pas volontaire. Il y a vraiment de la souffrance et je comprends de plus en plus qu'en fait, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ce que je ressens moi là, c'est pas la même chose que toi, ce que tu ressens là. Même d'un point de vue de l'attention, même d'un point de vue qu'on est tous différents là-dessus et qu'on a notre propre subjectivité, mais celle de l'autre, on la connaît pas. Et donc on va attribuer: «Ah tu l'as fait exprès, il me dit ça exprès» ou «Tu veux pas», en fait on attribue l'humain aime bien attribuer des intentions aux autres et quand l'autre nous gave, ça va être des intentions négatives. Donc on fait ça et du coup, j'ai commencé à chercher quand je voyais qu'il y a dans des familles beaucoup de troubles, donc je me dis: «Il y a quelque chose en commun». Comme je lis toujours aussi des choses sur l'intelligence quand même, ça a été beaucoup étudié l'aspect génétique dans l'intelligence, la méthode au départ, la méthode des jumeaux, des méthodes en génétique comportementale étaient basées sur, l'intelligence, puis après sur d'autres troubles et cetera. Donc j'ai creusé ça et je comprends mieux pourquoi dans les familles, pourquoi, on se ressemble autant même si tout en étant différents. C'est une grosse question que beaucoup de gens se posent, hein, se disent: «Il y en a un qui est comme ça, une qui est comme ci, l'autre qui est comme ça», Mais on sait que d'un point de vue génétique et entre les troubles, il y a un chevauchement énorme au niveau des gènes, mais c'est un peu comme, si tu veux la pâtisserie. En fait,
Tu peux avoir les mêmes ingrédients, mais à un moment donné, si tu prends le tempérage du chocolat. Le tempérage, c'est quoi? Ouais, alors j'ai jamais fait, hein, mais en fait, pour avoir un chocolat fondant ou enfin, pour après, pour faire des coques au chocolat ou des choses comme ça, j'en ai jamais fait. Ouais. Mais ce que j'ai entendu, il faut que ça monte à une certaine température que j'ai oubliée et que ça redescende à une certaine température avant de remonter. Ah, OK. Et ça, c'est très précis. Et en fait, je te parle de la pâtisserie parce que tu peux avoir les mêmes ingrédients, mais à 1 gramme près, ça peut tout c'est un peu comme la chimie, en fait. Oui. Le tempérage, du chocolat, c'est ça, c'est avoir la bonne température, la monter, la descendre et cetera. Si tu fais pas ça, tu rates tout. Donc d'un point de vue génétique, en gros, c'est les mêmes ingrédients, mais en lien avec autre chose, avec un autre gène qui interagit avec l'environnement, avec machin et cetera, ça va se diriger vers un trouble ou vers un autre ou encore un autre et cetera. Ah, c'est rigolo comme image. Donc tempérage et pâturage sont les 2 mamelles de la psychologie. Mais tu vois, le truc, c'est que tu as plein de gènes en commun qui vont agir. Bah, ça va pas dire tel gène, il fait telle chose. Parce que tel gène, il va agir sur le développement des neurones dans telle aire, de tel type de neurones, de ci, de la myélinisation, de tel neurotransmetteur, de ci, de ça. Ça va être des choses extrêmement fines, extrêmement très éloignées du comportement final. Mais qui, de domino en domino, provoquent ça. Oui, parce que le problème, c'est que les gens, le grand public et les médias, ils aiment bien dire qu'ils attendent, ils espèrent qu'on trouve le gène de ci, le gène de ça, le gène de ça, et c'est pas ça je Non. dirais dans la vraie vie. Il y a extrêmement peu de pathologies, de troubles, de maladies qui dépendent d'un gène, Ouais. d'un truc. Il y en a, hein, mais sont je sais pas la quantité. Les plus connus, c'est, la trisomie 21 qui provoque des troubles cognitifs et certains faciès, enfin certains niveaux du phénotype physique, comme quoi les gènes impactent Aussi. le physique et les comportements et l'intelligence et plein de choses. Tu as le syndrome de l'X fragile, tu as d'autres types de syndromes, tu as des syndromes qui font une neurodégénérescence, très tôt. Quand tu as des copies de gènes, tu as plein de copies de gènes et quand tu dépasses, j'ai plus le terme là exactement, quand tu dépasses une certaine quantité de cette copie, hop, tu switches et tu as la maladie. OK. Alors qu'en dessous, tu l'as pas. Mais donc tout ça pour dire que ça, ce sont des maladies qui sont vraiment on sait quel gène c'est, Donc ça, c'est quand il y a quelque chose d'assez identifié. alors que toi, en fait, dans ta pratique. Tout le reste du comportement humain, qu'on appelle très complexe, est dû à des centaines, des milliers de gènes qui, petit à petit, d'où le tempérage, d'où la pâtisserie, parce que c'est pas un truc, c'est plein de choses qui font qu'à un moment donné, piouf, ça va se sculer dans un sens ou l'autre. Ou la chimie, si tu veux. Et alors de le savoir, ça t'aide comment dans ta pratique? Ça m'aide Oui. à comprendre que l'intelligence n'est pas unique, par exemple, que le QI, alors après, il y a le phénotype QI 130 et quelques, 100 machin, ou 80 et quelques, enfin, ou plus bas, et que ça peut être dû à plein de choses différentes. Seulement, on mesure un certain nombre, qui est un classement, voilà, mais ça peut être à plein de trucs différents. Pourquoi les gens sont différents, même avec un même QI? Pourquoi il y a des TDAH différents? Pourquoi il y a plein de choses, enfin, pourquoi des gens qui ont la même étiquette sont différents aussi? Oui, mais ça, il y a plein de gens qui vont te dire: «Beh, c'est normal, on le sait, tout le monde est différent». Mais pourquoi? D'où ça vient? Ah d'accord, toi, oui, d'accord, donc de savoir que ça viendrait à la fois des gènes, mais donc probablement de l'environnement, non? Pas de l'environnement aussi? Pourquoi? Pour un peu tout? Bah, pour un peu tout, tu as forcément l'environnement, mais c'est de l'interaction gène-environnement. Oui, c'est ce que j'ai dit, Bon, à la fois les oui, gènes et de l'environnement. Il y a toujours la part de gènes dedans. oui. Bah, la première loi de la génétique comportementale, c'est tout trait est en partie génétique. C'est la première loi de la Ouais, génétique comportementale. Il y a combien de lois? 4. 4. C'est quoi les 4 lois de la génétique comportementale? Alors, la première loi de la génétique comportementale, c'est comme je disais, c'est que tous les traits comportementaux, humains sont en partie génétiques, héréditaires, dus à des gènes. La deuxième loi, c'est que l'influence de l'éducation au sein d'une même famille, donc l'influence de l'environnement partagé au sein d'une même famille, est moindre que celle des gènes. D'accord. Ce qu'on attribue à c'est mes parents, c'est, la façon dont j'ai été éduquée, c'est le statut socio-économique et ça, c'est moindre que les Que les gènes. gènes, OK. La troisième loi, c'est une part importante de la variation des traits comportementaux humains complexes. La variation de tous, ces traits n'est expliquée ni par les gènes, ni par l'environnement partagé.
Donc ça correspond du coup à l'environnement qui est non partagé, D'accord. donc ce qu'on dit environnement, généralement, aux interactions gène-environnement, éventuellement des erreurs de mesure. Mmh. Donc c'est ça, c'est en gros, c'est l'existence de l'environnement. D'accord. Et ensuite, il y a une 4e loi qui a été ajoutée plus tard, c'est que, les mêmes gènes, en fait, parce que les 3 lois de la génétique comportementale, c'est les lois de Mendel, chez la génétique, et une 4e loi a été, créée plus tard, c'est que les mêmes gènes influencent de nombreux traits. C'est ce qu'on disait sur les traits D'accord, oui, complexes. c'est la complexité de tout ça. Donc il y a l'aspect, des traits complexes, mais il y a aussi, par exemple, les gènes qui interviennent sur le QI, interviennent aussi sur la réussite scolaire, sur autre chose, tu vois? Les troubles psy entre eux. Il y a des liens, comme je disais, au niveau de la personnalité et de la psychopathologie. Il y a certaines choses. Donc en fait, tous les traits montrent, finalement une héritabilité. L'environnement familial, ce qu'on appelle l'environnement partagé, compte moins que les gènes. Qu'il existe quand même une grande part reste quand même sur l'environnement, non partagé, Non partagé, et ou du bruit. Puis en fait, les mêmes gènes influencent de nombreux traits. OK. Est-ce que tu piges? Je crois que j'ai pigé. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment c'est considéré la génétique comportementale, de nos jours. Est-ce que tu le sens, toi, que ça commence à être dominant dans le monde de la psychologie ou dans le monde de la psy? Non, pas du tout, alors surtout pas en France. Il y a rien en français qui existe, il faut aller chercher en anglais. Il y a quand même des généticiens en France, mais qui travaillent, sur plutôt des maladies ou alors sur les animaux comme la drosophile pour comprendre certains comportements. Mais génétique comportementale en France, non. Alors tu en psychothérapie, enfin en consultation psy plutôt, moi ça m'aide pas concrètement pour aider les personnes, ça m'aide à comprendre le fonctionnement de la personne. Oui, d'accord. Et à pas lui attribuer à une question de volonté comme on disait tout à l'heure, voilà. Donc pour moi, c'est pour comprendre le fonctionnement humain, comprendre, plein de choses et pour comprendre aussi, comme je disais tout à l'heure, les ressentis sont propres, mais les ressentis sont dus aussi à nos gènes, à tout plein de choses et qu'on est tous différents. Oui. Mais en même temps, j'ai l'impression, moi c'est mon impression, hein, qu'il y a quand même autant c'est pas utilisé chez les psychologues ou psychiatres, tout ça, mais autant il y a de plus en plus d'études grand public, enfin, dont on parle dans les médias grand public, qui sont issues de ces recherches-là. Non, pas forcément. D'accord. Dans le grand Mais je public, non. OK. C'est vraiment quelque chose une niche, en fait. Moi, quand je suis les chercheurs, bon, sur X ou Substack, c'est vraiment une niche D'accord. et je vois pas de Français interagir. Alors pourquoi choisir cette niche? Choisir cette niche. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je me rends compte au fur et à mesure de mes consultations, bah, comme je te donnais quelques exemples de patients, hop, avec, un traitement contre TDAH, ils arrivent à se mettre en action, qu'il y a beaucoup de choses au niveau, dans des familles, il y a plein de troubles qui existent. Donc tu vois, c'est plutôt la clinique Ouais. qui oriente mes recherches après, mes lectures et cetera. C'est pas volontaire, je vais pas: «Ah, j'ai eu un patient comme ça aujourd'hui, j'aimerais savoir». C'est Je me pose des questions, je dis: «Tiens, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui relève de ça, mais je suis pas certaine». Puis après je regarde, mes newsletters, mes trucs de chercheurs, puis je dis: «Ah bah tiens, ça correspond à ce que j'ai vu. Ah oui, ça a du sens par rapport à ça» et petit à petit, je me crée un modèle ou une compréhension, en tout cas, du fonctionnement psychologique humain, en mêlant tout ça. Même de la psy-évo, on en a parlé, Oui, alors pour l'instant, je suis assez, lointaine, même si j'ai un gros bouquin, une grosse bible dessus. Ça me permet de comprendre, bah, aussi qu'on est tous différents et que, on est façonnés par l'évolution et qu'on est différents notamment, ça va être tabou, entre les sexes. c'est pas vrai. Parce que, bon, dans l'évolution, peut-être il y a certaines choses, qui ont été, choisies ou sélectionnées par les pressions de l'environnement, c'est mieux pour correspondre à ce qui est dit. La sélection, la pression de l'environnement est fort, donc ça a été sélectionné plutôt que choisi. Du coup, bah, il y a des différences entre les sexes, il y a des différences entre, plein de choses parce qu'il y a des choses en lien aussi, on parlait des gènes, mais en lien aussi avec les hormones. Bon, c'est dû par des gènes à un moment donné, hein, voilà. Non, mais c'est ça le truc. Moi, j'ai l'impression que c'est tout génétique, en fait, au final. Il y a rarement quelque chose qui n'est pas touché en Mais alors, tu peux pas dire ça parce qu'on va dire: «Voilà, déterminisme génétique et tout». En même temps, il y a un déterminisme social aussi. oui. Tu es né dans telle famille donc enfin ou de tel milieu, social donc ça veut dire que. Mais on oublie les génétiques derrière, que des personnes se retrouvent dans un certain milieu social pour des raisons génétiques. Tabou. Toi,
dans ton histoire de vie, justement, c'est intéressant, dans ton histoire de vie, tu as fait le tour du monde, tu es parti comme ça en vadrouille, et cetera. Je rencontre aussi des personnes avec des TDAH, des gros troubles qui se retrouvent dans des squats à dormir. Si c'est une femme, elle peut être victime de viols, de choses comme ça. Les squats, c'est pas les environnements les plus safe au monde, Ah non, ça c'est clair. tu vois? Et par contre, c'est parce que à cause de son TDAH ou d'autres troubles qui ont fait qu'elle est un peu sortie du parcours un peu normal, fac, machin et tout, et qui a mené petit à petit à rencontrer des gens comme cette personne-là, et puis ensuite à suivre des choses. Ça, c'est l'interaction gène-environnement. Oui, c'est ce que je comprends. Moi, je dis que je sais jamais, maintenant, rétrospectivement, qu'est-ce qui est la part de ce que je croyais être à l'époque des idéologies, des utopies ou un style de vie différent, alternatif, et qu'est-ce qui est à la part de TDAH? Il y a une vidéo qui est sortie récemment, tu pourras aussi la mettre en description, sur le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? C'est ce qu'on en a. Alors, c'est quelqu'un qui avait fait des études de philo avant, de sciences humaines, qui est parti dans l'environnement et ensuite qui revient vers la génétique. Un profil un peu atypique encore. Et du coup, qui utilise aussi tout ce que cette personne, cet homme, sur ce qu'elle connaît sur la philo, pour parler du libre arbitre. Est-ce que ça existe? Parce que c'est encore un débat, en fait, voilà, même parmi les généticiens comportementaux. Voilà. Et en fait, lui dit, il y a la génétique, l'environnement, interaction gène-environnement, le libre arbitre, c'est par soustraction ce qui reste, ce qui nous permet de prendre la décision. On n'est pas déterminé par nos gènes, on est prédéterminé, quelque chose qui nous pousse à ressentir des choses, qui va faire qu'à un moment donné, on peut choisir ça, mais le libre arbitre, ce serait cette part-là, peut-être petite, on ne sait pas trop, en tout cas, où on peut prendre une décision et ne pas choisir. Même si on ressent une forte envie de tuer quelqu'un qui nous énerve, tu vois, on peut dire non, je ne le fais pas, plutôt que de se laisser porter et se retrouver dans les tribunaux en disant mais c'est parce qu'il a eu une mauvaise vie, Mais etc. si on a un TDAH, et un TDAH de sa race, comme j'aime bien dire, et qu'on ne peut pas ne pas céder à son impulsivité. Et c'est là où la question de libre arbitre. Là, la Est-ce question, qu'elle est mince ou pas? Est-ce que cette partie-là est soustractive une fois que tu as déduit? si on a un TDAH et qu'en plus, par exemple, on est sous substance et qu'on est sous substance parce que, je sais pas, il y a une histoire familiale. Quand on parle de sous-substance TDAH, ça amène beaucoup de comorbidités, notamment les addictions. Oui, En fait, c'est pas que le TDAH avec d'autres gènes, etc. Une fois qu'on est rentré dans les addictions, c'est difficile de s'en défaire. On va traîner dans certains endroits, etc. Donc, c'est pas. Et il y a des personnes qui disent je sens que je peux être addict, donc je vais pas y aller. Oui, Là, c'est leur libre arbitre. ça m'a fait ça aussi souvent. Ouais. Donc on n'est pas des robots, on n'est pas un code, ou on n'est pas ChatGPT qui produit un certain code. De toute façon, ChatGPT, tu poses la même question 2 fois, il répond pas pareil. On n'est pas déterminé, on préfère parler de prédéterminisme que de déterminisme, et c'est pas pour trouver un responsable, pour trouver un coupable plutôt, c'est pour mieux comprendre comment ça se passe. C'est pas pour dédouaner non plus, parce qu'il y a le libre arbitre qui permet de pas dédouaner, c'est pour comprendre comment on fonctionne, comment la réalité, le monde existe. Parler de nous comme organisme animal, mais les autres animaux aussi. Comment tout ça fonctionne? Moi, je suis vraiment intéressée de comment tout ça fonctionne avant l'idéologie de plein de choses, du bien, du mal. La nature, elle connaît pas le bien et le mal, en fait, c'est juste comme ça. Et du coup, ma clinique, j'observe les personnes, je me dis: «Ah tiens», et cetera, ça me fait penser à ça, et je vais chercher et je trouve des infos ou pas. Voilà, un énorme merci évidemment à Stéphanie Aubertin pour son partage de connaissances et sa bonne humeur, et pour avoir cru dès le début en Intensément. Si cela vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, n'hésitez pas, n'oubliez pas que vous pouvez vous aussi apporter quelque chose à Intensément. Je vous en remercie de tout mon cœur. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud. Et bonne année 2026. Les lumières s'éteignent. Les Il lumières fait s'éteignent. 19h30. Voilà. C'est 12 heures de lumière par jour. Les lumières s'éteignent. C'est le moment de clôturer. Voilà, donc je mettrai des trucs pour préciser tout ça. Et merci beaucoup Stéphanie. Je t'en prie. C'était un plaisir de te voir pendant ces périodes de fête. Merci.